C'est dans ce poste de police, dans la ville de Kherson, que les faits auraient eu lieu. En septembre, cet homme et son neveu de 14 ans sont arrêtés par les Russes. Ils venaient de prendre des photos de chars détruits et de les envoyer à l'armée ukrainienne. Les Russes nous ont repérés et ont vérifié le téléphone. Puis nous avons été attachés et emmenés à Kherson. Nous étions 12 assis là. Certains d'entre nous sont restés là pendant un mois, d'autres pendant une ou plusieurs semaines. L'oncle restera enfermé dans une cave pendant 10 jours. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont amené dans un endroit. Je ne sais pas où c'était, parce que je ne voyais rien. Encore traumatisé, il décrit des supplices quotidiens. Ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont frappé au visage, jusqu'à ce que mon nez saigne. Certains des autres gars qui étaient avec moi m'ont donné un chiffon pour mon nez. Les soldats russes auraient cherché à savoir pour qui il prenait des photos. Il sera finalement libéré après des aveux en vidéo. Parfois, ils nous donnaient des chocs électriques de différentes manières. Parfois, ils nous menaçaient avec des armes à feu. Ils ont même dit qu'ils nous forceraient à aller sur un champ de mines vers les positions ukrainiennes. Selon un membre du Parlement de Kiev, l'ampleur des cas de torture à Kherson est horrible. Plus de 430 dossiers de crimes de guerre ont été ouverts dans la région. Maggie Barthès, ces témoignages se multiplient. Alors bien évidemment, il s'agit de déclarations de responsables ukrainiens. Nul doute qu'il y aura des enquêtes, des commissions d'enquête, bien évidemment, sur ces actes de torture. Ce n'est pas la première fois en 8 mois de guerre que l'on apprend qu'il y a des salles. Même nos envoyés spéciaux ont déjà pu sur le terrain s'y rendre et constater ce qui s'y est passé. Très régulièrement, quand une ville finalement est libérée, je pense à Izium, évidemment à Boutcha, Irpin, à chaque fois qu'il y a ce recul russe, c'est vrai qu'on découvre ce qui se passe dans les prisons. Et alors, ce qui est intéressant à Kherson, enfin ce qui est terrifiant même, c'est que Kherson est une ville où il y avait un très fort mouvement de résistance intérieure, avec ce que les Ukrainiens appelaient les patriotes, c'est-à-dire qui menaient des opérations dans la ville, de sabotage, des opérations de résistance. Il y a même eu des attentats. Donc il y avait manifestement des autorités russes localement qui étaient sous pression maximale et qui donc ont fait la traque, la chasse de cette résistance intérieure ukrainienne, ce qui expliquerait aujourd'hui ce qu'on découvre en effet des sévices subis par les Ukrainiens dans cette ville de Kherson. On voit ou on découvre en effet au fur et à mesure ces cellules et les tortures, ce que racontent les Ukrainiens, les tortures qu'ils auraient subies dans cette ville où la résistance, encore une fois, était extrêmement forte depuis le début, depuis le mois de mars. Général, on le dit souvent sur ce plateau, il n'y a pas de guerre propre. C'est une hérésie, toutes les guerres sont sales. Mais les tortures, ça ne fait pas partie de la guerre, normalement. Pour une armée régulière, j'entends. Non, ce que tu viens de dire, Magali Barthès, c'est tout à fait juste. Ça relève évidemment d'une enquête. Il faut que les faits soient avérés, il faut que les faits soient instruits. Mais ensuite, il faut que les procédures qui doivent être mises en œuvre aboutissent, et elles aboutiront. Je n'ai pas d'inquiétude sur le sujet. Ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'au fond, on se rend compte à quel point la Russie, par le comportement de ses unités depuis l'invasion du 24 février, est en train de pratiquer non pas seulement une politique de la terre brûlée, mais en fait est en train de couper tout ce qui permettrait à l'Ukraine et à la Russie de retrouver une capacité à vivre ensemble, puisque ce sont deux peuples slaves partageant une religion chrétienne orthodoxe, principalement. Et donc, là, on sent bien que derrière tout ça, derrière ces faits qui se multiplient et qui sont documentés, qui feront l'objet d'instructions, d'enquêtes pénales et qui aboutiront à des procès dans un temps qu'il est difficile de dire ici sur ce plateau. Mais on sent bien à quel point les conséquences de ce conflit sur la relation entre les deux peuples sera une conséquence profondément abîmée. À commencer par ce refus aujourd'hui du peuple ukrainien d'entendre le mot négociation avec les Russes. Et encore une fois, que ce soit les frappes sur les centrales énergétiques, sur les capitales, sur les villes, mais également ces découvertes, non pas quotidiennes, mais ces découvertes qui font sens. Non, effectivement, enfin, je suis complètement d'accord avec le général. Pour le coup, toutes ces exactions, en fait, qui sont vraiment systémiques par rapport à la Russie. Enfin, les tortures, c'est quelque chose d'assez classique, malheureusement, dans le système carcéral russe. Donc, mais qui a été effectivement démultiplié en Ukraine de par le fait que, effectivement, déjà,
Dès que les soldats russes sont arrivés, il y avait des listes qui avaient été établies pour chercher les vétérans et les soumettre à la torture, plus la résistance dont vous parliez. Donc effectivement, ce qui se passe en Russie a été démultiplié en Ukraine pour justement mater la population. Et effectivement, c'est un jeu, c'est pas long terme, mais c'est une stratégie perdante à long terme pour les Russes, mais pas seulement avec l'Ukraine. Un jeu dangereux. Voilà, mais c'est une stratégie perdante. Je pense que l'une des grandes craintes du Kremlin, c'est de voir un petit peu l'influence de la Russie s'effondrer en fait dans son étranger proche. Et pour le coup, cette guerre en Ukraine accélère en fait le déclin de la Russie. En Ukraine, ça c'est certain, mais depuis 2014, mais aussi en Asie centrale, etc. Parce que toutes ces images, effectivement, révulsent l'ensemble des peuples slaves. Et que les gens, même au-delà des frontières, découvrent l'autre visage de la Russie, des Russes, du Kremlin, pas des Russes dans leur ensemble, bien sûr, et de l'armée russe. Yves Drion. Mais c'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas de guerre propre. C'est-à-dire que dans toutes les guerres, il peut y avoir quelques crimes isolés, il y a des bavures, mais là, il s'agit de crimes massifs, organisés, systématiques. Donc, on est sur tout à fait autre chose et qui va alors avoir deux aspects. Le premier, c'est que malheureusement, les criminels de guerre ne seront probablement jamais inquiétés, puisque je vois mal ce régime-là livrer les officiers qui ont pratiqué, enfin les gens, les soldats qui ont pratiqué ce genre de crime, même si effectivement il y aura des enquêtes et il y aura des procès. Et la seule chance, c'est qu'ils soient capturés par les Ukrainiens. Oui, ils ne le seront peut-être pas. Alors peut-être qu'il peut se passer des choses. Je sais qu'il y avait eu un régiment qui avait pratiqué les crimes à Boutcha, et l'armée russe l'avait envoyé en première ligne avec assez peu d'équipement pour qu'il se fasse liquider. Ça fait moins de témoins. Donc là, à l'avenir, en revanche, ça risque de hanter la Russie. C'est-à-dire que les sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie ne seront sans doute jamais levées, peut-être, enfin une partie en tout cas, à cause de ces crimes de guerre. On l'a vu avec la Serbie qui a refusé de livrer certains criminels de guerre, et du coup son dossier de candidature à l'Union européenne est bloqué depuis 20 ans. Et donc on peut imaginer que la Russie risque de payer cher. Ça sera, à la fin de cette guerre, ça sera difficile pour les Occidentaux de lever certaines sanctions si ces crimes ne sont pas punis. Il y a des choses qui resteront absolument pas pardonnées. Et on se souvient que Poutine avait décoré aussi des hommes qui avaient participé aux tortures de Boutcha aussi. On va s'intéresser maintenant à la Biélorussie, allié fragile de la Russie depuis le début de cette guerre. La Biélorussie semble craindre, vous allez le voir, les suites de cette guerre. Fini même les démonstrations de force et les sorties va-t-en-guerre de son président Alexandre Loukachenko. Benjamin Cruard, bonjour, vous nous avez rejoint. Non seulement le pays s'isole peu à peu de ses voisins diplomatiquement, mais depuis quelques jours, il se retranche même derrière un mur. Là, il est déjà bien avancé pour cette partie-là. Là, vous avez la Biélorussie et de l'autre côté, vous avez l'Ukraine et ce sont les gardes-frontières biélorusses qui nous envoient ces premières vidéos finalement de ce mur. Alors vous voyez, il y a 2 rangées de barbelés, vous avez en dessous des plaques de béton armées, ça fait 3-4 mètres de haut et les Ukrainiens y ont même déjà installé, vous voyez, des tours de surveillance. Et alors ce que nous montrent en photo cette fois les Biélorusses, c'est qu'il y a déjà des soldats qui surveillent activement avec leurs armes, on le voit, qui surveillent activement cette frontière. Jusqu'à présent, on avait quelques photos publiées par les Ukrainiens. Maintenant, voilà, on a la confirmation, les Ukrainiens sont en train de barricader leur frontière donc nord avec la Biélorussie. Benjamin, on voit que c'est pas un coup d'essai, que ce mur est long, enfin il commence à être long. Ça fait 3-4 kilomètres à cet endroit-là, sur les 600 kilomètres. Donc effectivement, c'est qu'un début. Les 3-4 kilomètres que je vous montre, ils sont ici, à l'extrême ouest de l'Ukraine, mais ce que nous disent les Ukrainiens, c'est qu'ils construisent à plusieurs endroits stratégiques ce genre de mur. Par exemple, si vous allez au nord de Rivne ici, on voit très bien que non seulement la route a été complètement explosée, et puis ensuite, vous voyez ici, attention, il y a des mines. Ils ont miné le territoire ukrainien, au moins sur cette partie frontalière. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils craignent l'arrivée de troupes par la Biélorussie, mais ça veut dire aussi que les Biélorusses, eux, sont de plus en plus entre guillemets, entouré de murs. Parce que quand vous regardez donc l'Ukraine, au nord, vous avez la Lituanie qui a construit 550 km comme ça de barbelés, et puis de la Pologne qui, ici, a construit 186 km de murs. La Biélorussie qui, finalement, n'a quasiment plus aucun accès à l'Europe. Merci Benjamin Cruard. On l'a vu, Magali, la Biélorussie semble isolée entre la Pologne, l'Ukraine qui construit ce mur-là. Elle semble bien seule, cette Biélorussie. Pourtant, on dit que parfois, elle pourrait éventuellement entrer en guerre. Certains le disent, certains experts disent pourquoi pas et envisager janvier. C'est manifestement
justement l'une des craintes de l'Ukraine. Sinon, elle ne serait pas en train de construire un mur à la frontière avec la Biélorussie. Parce que depuis le début de cette offensive, Loukachenko, le dirigeant biélorusse, est mis sous pression par Poutine, qui cherche à l'impliquer davantage. On sait que notamment des drones, des missiles sont tirés depuis la Biélorussie et atterrissent sur l'Ukraine. Et cette ouverture d'un nouveau front est une crainte, évidemment, pour les Ukrainiens. Et puis une crainte en plus qu'agite évidemment le pouvoir russe pour les obliger à fixer des troupes à cette frontière biélorusse, d'où aujourd'hui cette volonté de se protéger davantage. Mais c'est vrai que la Biélorussie devient un pays complètement enclavé parce qu'il est entouré de murs de part et d'autre. Général Bavenkov, c'est aussi une stratégie. Ça fait 8 mois, presque 9 de guerre. Et depuis les premiers jours, la Biélorussie est une menace. Pas tant pour son armée, mais pour ce qu'elle pourrait présenter pour les Russes. C'est une façon aussi pour les Ukrainiens de se libérer d'un front, libérer entre guillemets, pour pouvoir mettre des troupes ailleurs, plus efficacement, pour reconquérir d'autres territoires. Je ne sais pas si la Biélorussie représente vraiment une menace. Ce qui représenterait une menace, de nouveau, ce serait si la Russie redéployait des forces significatives en Biélorussie, comme celles qui ont envahi le 24 février. Jusqu'à présent, on parlait de 9000 hommes, 9000 soldats russes, voilà, sans vérification. Or, à l'époque, l'effort principal, vous vous souvenez, l'effort principal était vraiment depuis la Biélorussie sur Kiev. Là, ce n'est plus le cas. La Russie, ne semble-t-il, n'a pas déployé à nouveau des forces très importantes en Biélorussie. L'armée biélorusse n'est pas une menace. Elle ne représente pas des capacités significatives, elle est très petite. C'est une armée qui est utilisée par le régime principalement pour dompter une population qui est assez hostile, me semble-t-il, à ce que représente ce régime. Et donc, ça ne représente pas une menace. Il me semble que les murs qu'ils ont construits, d'abord, c'est un véritable désastre pour notre génération, qui a pensé que les murs, au contraire, étaient tombés. Et là, on s'aperçoit que dans de nombreuses régions du monde, les murs se s'hérissent à nouveau. Il me semble que là, c'est davantage une précaution qui est prise pour juguler des flux éventuels de migrants qui deviendraient une menace de facto et qui se rajouteraient à ce désordre considérable du fait de la guerre en Ukraine qu'on observe dans les pays de l'Est de l'Europe, la Pologne, etc., et bien d'autres pays. Pardon, je vous coupe, mais on pourrait imaginer cet allié pas vraiment fiable de la Russie. Est-ce qu'on pourrait imaginer un peuple essayant de fuir un dictateur, Loukachenko, essayer de se réfugier en Ukraine? On peut tout imaginer avec des régimes qui sont aussi décriés et aussi contestés en interne. Bien évidemment, pour la Biélorussie, ce régime a failli tomber. Tout compte fait, il a failli tomber. C'est le Kremlin qui l'a empêché de tomber. Vous vous souvenez, son armée lui sert à ça, d'ailleurs, à Loukachenko. Absolument. Il y a des manifestations considérables. Le régime a failli tomber. Est-ce qu'il tombera? En tous les cas, le président Loukachenko, depuis le début, a bien conscience des rapports de force. Et au-delà des rodomontades que vous évoquiez sur le besoin de se préparer et éventuellement de s'engager davantage, il me semble que des mots à la réalité, il ne s'est rien passé. Alors, on voulait vous montrer aussi une autre séquence, une vidéo qui, depuis hier soir, fait le tour des réseaux sociaux. Un avion qui transporte l'équipe nationale de foot polonais vers le Qatar, début de la Coupe du Monde ce dimanche, escorté par des chasseurs F-16, visiblement, durant le survol de l'Ukraine. Il faut dire qu'après la chute de missiles sur le pays, une forme de psychose et de traumatisme s'est emparée des Polonais. Général de Bavenkov, c'est une réaction à ce qu'il s'est passé cette semaine, une volonté de se protéger peut-être? Vous y voyez quoi dans cette image? On s'est posé la question avec Christophe en préparant cette émission. J'y vois beaucoup de choses. Ouais. J'y vois d'abord une belle image. Le F-16 est un bel avion. C'est pas un avion extraordinairement récent. C'est la génération du Mirage 2000 pour ce qui concerne les Français. Deux très beaux avions d'ailleurs. Et j'y vois une très belle image. Mais j'y vois aussi une mesure de sécurité qui me semble normale. Normal? Oui, ça me semble normal. Je ne connais pas l'itinéraire. En fait, je ne connais pas l'itinéraire de l'avion qui transporte les joueurs. Mais si l'itinéraire passe à proximité ou dans le ciel aérien ukrainien, il me semble que la capacité de réaction des deux F-16 est extrêmement importante, comme l'aurait été celle de 2 Rafale ou de 2 Mirage 2000, qui sont des avions tout à fait exceptionnels. Et il me semble que c'est une précaution qui
C'est un endroit où des avions civils sont tombés, me semble-t-il, non Oui. Avec des séparatistes dans le Donbass qui étaient pro-russes et qui ont fait tomber un avion civil transportant des gens comme vous et moi. Le verdict a été rendu hier, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il n'y a pas si longtemps de ça, d'ailleurs, il y a 7-8 ans. L'accident Oui, Enfin, l'accident. 2015 L'attentat. 2014. Et vous avez raison, 7 effectivement, ans, les condamnations par contumace sont tombées hier. Comme quoi, il est bon parfois que l'histoire ne se répète pas. Général, vous avez tout à fait raison.